Bonjour, je suis Anne Nguyen, donc infirmière libérale à Bar dans le Doubs, dans le Doubs, et je représente donc aujourd'hui l'URPS infirmier et infirmière de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc aujourd'hui, nous, en partenariat avec l'OncoBFC et représenté par Madame Augry Anne-Charlotte, nous menons donc des actions dans le but de vous apporter des nouvelles connaissances et donc pour favoriser les interactions avec nos collègues hospitaliers. Donc je remercie l'OncoBFC et Madame Augry pour l'organisation. Et donc pour aujourd'hui, la présentation sera faite par Madame Caderet Laetitia, qui est infirmière en pratique avancée au centre Georges François Leclerc à Dijon. Donc, je la remercie d'avoir accepté notre invitation et pour le partage de son travail. Donc, pour avoir vos avis, vos impressions, nous lancerons un sondage en fin de webinaire. Donc, ne quittez pas tout de suite le webinaire. Donnez-nous votre opinion et vos avis. Et donc, je cède la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Bonjour, je suis Laetitia Cadoret, je suis infirmière en pratique avancée donc au centre Georges-François Leclerc à Dijon. Infirmière en pratique avancée, je pense que vous connaissez toutes. Donc c'est une spécialisation, enfin, un nouveau métier plutôt. Donc moi je suis IPA depuis 4 ans, donc du coup j'étais une des premières. Donc mon temps en fait est divisé en deux parties. J'ai une partie sur l'oncogériatrie et une partie sur l'ORL. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai repris, comment dire, un peu tout ce qui était épidémio, tout ça, puis après je vous explique un peu les toxicités. Donc là, c'est juste un petit schéma pour vous remontrer que les cancers ORL, en fait, ça commence en fait au niveau des sinus, donc au niveau des fosses nasales, et puis ça descend jusqu'au niveau de la trachée. Donc vous pouvez voir qu'on peut avoir quand même des cancers vraiment à beaucoup d'endroits. Donc en fait, qui peuvent aussi, qui vont, et du coup, c'est là que vous comprendrez mieux, c'est ce qui va vraiment beaucoup impacter après les patients en fonction du traitement qu'on va leur proposer. Donc vous pouvez avoir tout ce qui sont les cancers au niveau des fosses nasales. Vous savez qu'on peut, tout ce qui est les adénocarcinome de l'ethmoïde, en fait, souvent, c'est plutôt lié à des maladies professionnelles. Donc souvent, les patients qui ont travaillé dans le bois. Donc souvent, on doit, si c'est ça qu'il faut aussi qu'on recherche. Et du coup, nous, au sein de notre établissement, il y a des consultations liées aux maladies professionnelles qui ont été mises en place. Donc ces patients, on les déclare un peu en systématique. Les cancers du cavum touchent principalement les patients du bassin méditerranéen. Et puis après, bon, bah, du coup, vous avez différents, l'amygdale, la langue, le sinus piriforme, les cordes vocales, qui peuvent être liés à différents facteurs qu'on va voir après. Donc les cancers ORL, c'est entre 12 et 13 000 nouveaux cas par an. C'est, comment dire, le 12e cancer au niveau masculin et puis ben, le deuxième cancer au niveau féminin, puisque les changements d'habitude ont beaucoup changé chez les femmes depuis quelques années. Donc, 9 fois sur 10, les étiologies sont liées à l'alcool et le tabac. S'il y a une synergie en plus, c'est souvent, enfin, il y a une synergie si en plus c'est alcool et tabac ensemble. Et puis, on a maintenant aussi découvert depuis un certain nombre d'années, en fait, des étiologies virales. Donc, l'HPV, en fait, c'est le papillomavirus, donc c'est ce qu'on recherche dans le col. Et puis, du coup, ben, c'est aussi lié au changement des pratiques sexuelles. Donc, ça peut aussi maintenant
se détecter au niveau ORL, et puis le BV dans les cancers du rhinopharynx. Donc, du coup, l'HPV, c'est principalement HPV 16 et 18 qui sont cancérigènes. Donc, c'est quand même des virus qui sont en fait très fréquents et on est quand même les trois quarts de la population à avoir été exposés dans notre vie. Et puis, normalement, le virus s'élimine spontanément. Mais pour une minorité, en fait, le virus s'installe et fait en fait le lit du cancer. Alors, il n'y a pas forcément de raison de pourquoi ça s'installe chez certains patients et pas chez d'autres, hein. Donc, du coup, chez les patients porteurs justement de cette tumeur liée à l'HPV, c'est souvent des patients jeunes. Donc, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes comorbidités, hein. Du coup, c'est des patients qui sont un peu comme vous et moi et on est normalement en bonne santé, hein. Et donc, du coup, honnêtement, les toxicités liées au traitement vont être vraiment différentes et souvent, le traitement est quand même moins bien toléré. Donc, c'est surtout des intolérances digestives avec des nausées et des vomissements, et puis surtout de l'anxiété qui est quand même importante, hein. Et puis, ben, souvent, avec l'HPV, on associe la chimiothérapie et la radiothérapie, puisque pour le moment, c'est ce qui est le plus efficace. Et par contre, c'est très bon pronostic pour les patients. Il n'y a pas de traitement spécifique. Par contre, si c'est un homme qui est atteint du cancer lié à l'HPV, en fait, on demande surtout au conjoint, alors à la femme quand c'est une femme, de bien faire ses frottis régulièrement. Voilà. Après, il n'y a pas au niveau RL, on n'a pas de test comme pour le col pour détecter. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu une image d'un cancer. Donc à gauche, c'est des cordes vocales. Alors là, c'est un schéma de cordes vocales. Donc à gauche, les cordes vocales sont normales. Et puis vous voyez à droite, dans le petit rond blanc, en fait, eh ben, c'est une tumeur de la corde vocale. Et donc du coup, c'est une tumeur de la corde vocale gauche parce que quand on regarde en fait l'écran, c'est inversé par rapport à nous en fait. La gauche devient la droite et la droite devient la gauche. Voilà. Donc pour la radiothérapie orale, donc en fait, je vous ai fait, je pars sur la radiothérapie, puis après je repars sur la chimiothérapie. Donc la radiothérapie ORL, les patients n'ont pas forcément radiothérapie et chimiothérapie concomitantes, hein, c'est en fonction de la pathologie, du stade, et puis s'il y a eu chirurgie aussi avant. Donc quand il y a de la radiothérapie seule, ça peut être entre 27 et 35 séances, et quand c'est radiochimio, c'est entre 33 et 35 séances. Donc vous voyez que c'est quand même relativement long, hein, ça peut aller jusqu'à 7 semaines de traitement. Les radiothérapies, c'est une séance tous les jours, sauf le week-end et jours fériés. Et donc, on évite de faire des pauses dans le traitement. Le but, en fait, de la radiothérapie, c'est vraiment de faire des séances régulièrement pour détruire, en fait, l'ADN de la cellule. Les séances de radiothérapie se font, s'il y a chimiothérapie, entre 30 minutes et 1 heure. En fait, le but de la chimiothérapie, ça va être de potentialiser l'effet de la radiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'il y a un laps de temps. Il faut que la chimiothérapie soit bien dans toute la circulation sanguine pour qu'on puisse faire la séance de radiothérapie dans la suite. Donc, les toxicités que je vais mieux décrire après. Donc, vous avez déjà tout ce qui va être les mucites, donc les inflammations au niveau de la bouche avec apparition d'aftes. Les dermatites radio-induites, donc du coup, ça peut au tout départ leur donner une peau un peu plus rouge, et puis après, on peut aller jusqu'à des plaies, hein. La dysphagie, donc la difficulté à avaler, la xérostomie, la bouche sèche. Euh, Ils peuvent avoir aussi un trouble du goût, hein. Donc ça, c'est le plus difficile pour les patients. Quand on n'a pas de goût de ce qu'on mange ou qu'on a un goût vraiment dégueulasse dans la bouche, c'est compliqué de manger, hein. Et puis les impacts fonctionnels qui peuvent être du coup liés à la déglutition, hein, des douleurs à la déglutition, liées à la respiration ou à l'élocution. L'élocution, c'est surtout quand c'est les cordes vocales. Donc, on a souvent des chimiothérapies et autres traitements. Je vous expliquerai les autres traitements qui sont associés, qui du coup vont majorer les toxicités de la radiothérapie, sachant que la chimiothérapie a déjà ses effets secondaires aussi, hein.
Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer en fait comment se passe la radiothérapie, puis surtout pour montrer le masque. En fait, les patients, avant de commencer la radiothérapie, donc 15 jours avant, on leur fait un masque. Donc en fait, ce masque, c'est comment dire, une plaque qu'on mouille dans l'eau chaude et qu'on va former qu'on va mettre en fait comment dire, sur le visage du patient et qu'on va mouler à son visage et à son haut du corps. Donc, chaque masque est personnalisé au patient. Donc, c'est chaque patient a son masque. Et puis, du coup, vous voyez, il y a des petites marques en fait sur le masque. C'est ce qui va permettre de bien le repositionner après, avant chaque séance de radiothérapie. Donc, vous voyez, le patient, il est installé en fait sur la table à plat dos. Il a une petite cale sous la tête qu'on ne voit pas très bien pour pas qu'il soit vraiment en extension. Et puis, il est attaché à la table au niveau des épaules, au niveau des oreilles et au niveau du vertex. Et puis, la séance ne dure pas très longtemps, mais pour les patients claustrophobes, ça peut être compliqué. Donc, du coup, c'est aussi ça qu'il faut qu'on s'inquiète avant, c'est être sûr qu'ils puissent supporter, tolérer le masque. Même si ça dure 5 minutes, 5 minutes quand on est claustrophobe, c'est compliqué. Donc voilà. Et puis la petite machine que vous voyez dans la première photo, en fait, c'est un peu comme un scanner. Elle tourne autour du patient et on lui envoie les rayons. Et du coup, en fait, c'est les manipulateurs qui sont de l'autre côté. Là, c'est des pièces plombées qui sont de l'autre côté, qui vérifient que le patient est bien aligné, que la radiothérapie va se faire dans de bonnes conditions. Donc, c'est pour ça qu'elle masse, parce que le but, c'est qu'il ne bouge pas. Et la radiothérapie, c'est vraiment inframillimétrique. Donc, en fait, on ne peut même pas, enfin, on peut pas du tout bouger la tête, hein, dans les masques qui sont hyper serrés, hein. Et il y a des moments dans la séance où ils ne doivent pas déglutir pour éviter que, comment dire, que le larynx se bouche. Donc voilà comment se passe une séance. Et puis surtout, le masque, c'était surtout pour que vous voyez comment c'était. Donc la chimiothérapie, donc, on associe radiothérapie, chimiothérapie. Donc soit ils ont un cisplatine, donc ça c'est un peu c'est une vieille chimiothérapie, hein, quand même. C'est soit cisplatine, donc c'est 3 cures au début, au milieu et à la fin, donc sur toutes les 3 semaines. Si le patient, on le trouve un peu fragile, on lui fait plutôt 6 cures et on lui fait toutes les semaines une chimiothérapie qui sera de une plus petite dose. Le but, c'est quand même de pouvoir leur faire un traitement optimal. Si le cisplatine n'est pas possible parce que, par exemple, le patient il est en insuffisance rénale, on peut leur proposer un carboplatine 5-FU. Donc, le carboplatine, c'est un peu le cousin du cisplatine, sauf qu'il n'a pas les mêmes toxicités. Et le 5-FU, en fait, c'est une petite pompe qu'ils ont pendant 4 jours. Et puis, plus rarement, parce que c'est plutôt en 4 ans, il n'y a qu'une fois où on l'a proposé à un patient, c'est l'Erbitux. Donc là, c'est un anticorps monoclonal. Et lui a une particularité, c'est que ça donne vraiment des toxicités cutanées. Principalement, en fait, ils peuvent avoir de l'acné du visage sur le torse, sur le dos, hein, qui peut aussi s'infecter. Voilà. Donc le cisplatine, donc en fait, si c'est celui qu'on fait toutes les 3 semaines, là je vous ai pris l'exemple de ce qu'on fait le plus souvent, donc ils sont en hyperhydratation, c'est-à-dire qu'en fait on les hydrate de 2 litres pendant 6 heures avant la chimiothérapie et pareil en post-chimiothérapie. Donc vous voyez bien, ils ont 4 litres d'eau en 12 heures, hein, donc ça fait beaucoup. Donc ces patients-là, en fait, à partir du moment où on les hydrate, en fait, ils doivent garder leurs urines pour qu'on puisse surveiller que ce qui rentre ressort aussi. Et puis, le lendemain matin, quand ils repartent, donc ils sont forcément hospitalisés 24 heures, le lendemain, quand ils repartent, on les repèse en systématique pour vérifier qu'ils n'aient pas pris trop de poids. Alors, clairement, ils ont tous pris du poids, puisque 4 litres d'eau, ça fait 4 kilos, hein. Donc, on essaie surtout de vérifier qu'ils n'aient pas pris 10 kilos, hein. Et puis après, c'est des patients qui sont surveillés, hein, parce que le cisplatine, en fait, c'est un médicament
qui s'éliminent principalement par les voies rénales. Et donc, on a eu des patients qui ne s'hydrataient pas correctement, qui ne l'ont pas dit et qui ont fini dialysés, hein. Donc, du coup, c'est des patients qu'on doit beaucoup éduquer sur l'hydratation, que vraiment, que même s'ils sont nauséeux, s'ils mangent moins, c'est moins grave, mais que l'hydratation post-chimiothérapie, c'est hyper important et c'est au minimum 1,5 litre par jour. Donc, moi, j'ai tendance à leur dire que dès qu'ils commencent, c'est 1,5 litre tous les jours, tout le temps, pendant les 7 semaines, pour qu'ils prennent l'habitude, en fait, de s'hydrater. Donc, dans l'hydratation, c'est pas que 1,5 litre d'eau, ça peut être la soupe, le café, le thé, s'ils veulent boire un peu de coca, et s'ils veulent mettre du sirop dedans, de l'eau pétillante. Voilà, c'est pas restrictif à l'eau plate. Ce qu'il faut, c'est vraiment que les apports hydriques soient vraiment au minimum à 1,5 litre. Et donc, du coup, on fait une surveillance de la créatinine. Alors là, c'est oncologue dépendant, hein, mais du coup, normalement, c'est toutes les semaines pour vérifier justement que les patients s'hydratent correctement. Mais ce qui peut aussi nous interpeller, donc pour les patients qui n'ont pas de prise de sang hebdo, en fait, moi, je les appelle ou je les vois 3 jours post-chimiothérapie pour voir justement les toxicités. Donc, en fait, je m'inquiète surtout de est-ce qu'ils sont nauséeux, est-ce qu'ils vomissent, et puis est-ce qu'ils arrivent à boire, est-ce qu'ils arrivent à manger. Donc, si tout va bien, voilà, on laisse comme ça. S'ils commencent à dire qu'ils commencent à être un peu nauséeux, que c'est compliqué, qu'ils n'arrivent pas à boire, comme ils viennent tous les jours pour les rayons, moi, je les coince dans un coin, on fait la prise de sang et souvent, il arrive qu'on les mette en hydratation à la maison. Donc, c'est ces ordonnances que vous voyez arriver. Donc, souvent, ça peut arriver qu'ils sont hydratés pendant, on s'emballe un peu quelquefois, mais souvent, on met 7 jours. Comme ça permet vraiment qu'ils passent le cap et puis qu'on les hydrate un peu plus pour le temps qu'ils arrivent à reprendre une hydratation correcte. Et le fait qu'on les hydrate correctement, souvent les nausées passent du coup. Et on majore bien entendu les traitements associés, hein. Du coup, les anti-inflammatoires, bien entendu, sont contre-indiqués, hein, puisque ça s'élimine aussi par voie rénale. Et puis les antinauséeux, on les adapte aussi parce que, comment dire, ils sortent avec souvent du primpéran si besoin. Alors maintenant, on a quand même des nouveaux médicaments. Alors l'Emen, je pense que vous avez déjà dû voir, c'est en fait une petite boîte où ils prennent une gélule le premier jour et puis 2 gélules moins dosées le lendemain et le surlendemain. Et puis associé à ça, on a mis en place depuis 3 ans de l'olanzapine. En fait, l'olanzapine, c'est un peu un médicament détourné. En fait, il sert surtout dans les psychoses maniaco-dépressives. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'à petite dose, ça marchait très, très bien sur les nausées et les vomissements. Alors, surtout sur les nausées. Donc, du coup, depuis, on l'a adapté. Donc, en fait, ils ont du 5 mg pendant 4 jours. Donc, bien entendu, à prendre le soir parce que ça leur donne des effets de somnolence. Et puis, ils les prennent pendant 4 jours et c'est assez efficace. Et souvent, si on se rend compte qu'au bout du 4e jour, ils sont nauséeux, qu'ils ne sont pas bien, c'est ce qu'on a tendance à continuer, principalement parce que c'est quand même le plus efficace. Et on peut aussi y associer le Zofren ou le cétofilm. Et donc, quand ils ont de l'olanzapine, ils n'ont pas de primpéran en même temps parce que c'est de la même famille. Et puis, les toxicités neurologiques, donc du coup, surdité acouphène. Alors, souvent, ils peuvent avoir des acouphènes en post-chimiothérapie qui s'estompent au fur et à mesure. Donc, par contre, ça, c'est important bien qu'ils le signalent parce qu'il faut aussi qu'on adapte les doses de chimiothérapie en fonction. Le but, c'est pas de les rendre sourds non plus ou d'avoir des acouphènes à vie quand même. Donc, voilà pour les toxicités neurologiques. Donc, voilà, pour les toxicités. Donc, on a la dysphagie, hein. Donc, je vous ai mis les grades pour que ça vous cause un peu. Donc, en fait, c'est une difficulté à la déglutition. Donc, au départ, ils disent qu'effectivement, ça les gêne dans la gorge, mais qu'ils peuvent quand même continuer à manger, qu'il n'y a pas de souci. Le grade 2, là, ils commencent à avoir du mal à déglutir. Et puis, ils ont quand même plus mal et ça commence à les embêter. Et à ce moment-là, en général, il commence à y avoir une perte de poids.
Et puis, les grades 3, en général, ils ne mangent plus du tout, hein. Malgré le fait qu'on ait réadapté les antalgiques, ils ne mangent plus du tout. Donc, souvent, ces patients-là, ils ont déjà eu en amont la pose d'une gastrostomie ou s'il n'y a pas de gastrostomie, c'est une pose de sonde nasogastrique parce que tous les patients ne peuvent pas avoir de gastrostomie, hein. Si les patients ont des antécédents de cirrhose, effectivement, ou de varices œsophagiennes ou de varices gastriques, on ne peut pas poser de gastrostomie. Donc, du coup, ça sera forcément une sonde gastrique, donc c'est quand même moins pratique pour le patient. Nutrition entérale, très peu, nous, on le fait très peu. Et puis, grade 4, j'ai encore pas vu, donc, du coup, dans les conduites à tenir, parce que je pense que c'était plus ça qui vous intéressait. Donc, en fait, souvent, les patients, quand ils commencent à avoir du mal à manger, donc on réadapte les antalgiques, bien entendu, et puis on leur donne des conseils alimentaires. Donc, le but, c'est vraiment d'enrichir l'alimentation. Donc, bon, on leur dit que tout ce qu'ils entendent à la télé, ils font tout le contraire, hein. Il faut manger gras, sucré, salé, enfin, pas salé, mais ils mangent gras surtout. Donc, on leur dit de bien rajouter de la crème, du beurre, du gruyère, qui peuvent manger autant d'œufs qu'ils veulent dans la journée parce que c'est des protéines et que du coup, eux, les patients, quand ils perdent du poids, c'est principalement les muscles et pas la graisse. Et du coup, les protéines, c'est ce qui va permettre au corps de refabriquer des muscles. Donc, du coup, voilà les enrichissements. Et surtout, on leur dit de pouvoir fractionner parce que souvent, les patients, quand même, ils doivent manger matin, midi et soir et on ne mange pas à 10 heures, pas à 2 heures, pas à 4 heures. Donc le but, c'est pas de se dire faut que je mange absolument à midi, alors que comme tu as une perte d'appétit, c'est plus compliqué de manger l'entrée, le plat, le fromage, dessert. Donc souvent, nous, on leur dit de fractionner, de manger que le plat à midi et puis de me prendre le dessert 2 heures après, par exemple. Ça permet aussi que ils soient moins dégoûtés de la nourriture. On prescrit des compléments alimentaires, donc du coup, les goûts, par contre, c'est en fonction du patient. Donc en pharmacie, ils sont censés leur donner les différents goûts qu'ils ont pour qu'ils puissent tester et puis qu'ils prennent vraiment ceux qui peuvent apprécier en tout cas. Donc souvent, moi, je leur dis qu'il faut qu'ils trouvent au moins 2 parfums qui leur plaisent parce qu'ils vont être vite à saturation et au moins, ça leur permet de tourner et pas toujours de boire les mêmes choses. Surtout que souvent, on leur prescrit quand même des compléments alimentaires lactés. Donc c'est quand même épais, c'est pas toujours hyper bon quand même, hein. Et puis la gastrostomie, donc je vous ai mis 2 photos. La première à gauche, en fait, c'est le dispositif qui est mis au départ. Alors, nous au centre, parce qu'au CHU, il faut encore différemment. Mais du coup, c'est le premier dispositif qui est mis au départ et il est changé au bout de 6 semaines pour un bouton de Mickey, comme vous voyez à côté à droite. Et du coup, pour les patients, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il n'y a pas le tuyau qui pendouille. C'est quand même plus sympa. Enfin, plus sympa, entre guillemets. Voilà, et donc en fait, les mises en place de protocoles de sondes de nutrition entérale, c'est fait par nos diététiciens qui, en fait, via les prestataires, en fait, ils font les ordonnances et puis c'est les prestataires qui, à la maison, amènent le matériel et puis récupèrent les ordonnances pour, du coup, vous les redonner. Voilà. Donc vous, ce qui est à faire attention, en fait, c'est effectivement la perte d'appétit. Alors, quelquefois, on peut avoir une perte d'appétit sans perte de poids, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler parce que quand il y a une perte d'appétit, souvent il y a une dysgeusie et quand cette dysgeusie est installée, c'est compliqué pour les patients de manger. Donc, on sait que ça va être le début du moins bien, en tout cas. Donc, souvent, moi, les patients qui commencent à avoir du mal à manger, s'ils ont une gastrostomie, on commence déjà à mettre une poche, en fait. La douleur pour qu'on puisse surtout réadapter le traitement antalgique, hein, parce qu'au départ, on commence principalement par le Doliprane, puis après, on évolue en fonction des paliers. Et puis, voilà, la perte de poids, parce que c'est tout ce qu'on veut éviter pendant le traitement de radiothérapie, principalement parce qu'il y a des études qui ont montré que si les patients qui perdaient du poids, alors beaucoup de poids, hein, beaucoup de poids, c'est au-dessus de 4-5 kilos, pendant le traitement, en fait, cicatrisaient moins bien et aussi pouvaient avoir une réponse au traitement moins bonne. Donc, c'est pour ça que les patients, alors ils ont l'impression qu'on les harcèle avec le poids ici, mais ils sont pesés toutes les semaines.
Et puis à chaque consultation qu'ils ont en hebdomadaire, on vérifie le poids, on vérifie comment ils mangent. Et en fait, souvent les patients se disent, oh, 2-3 kilos, on s'en fiche, mais en fait, c'est 2-3 kilos de muscles et on sait que ça va être plus compliqué après. Donc ça, voilà, c'est les choses importantes à s'alerter. Donc la mucite, donc du coup, c'est une inflammation du coup, des muqueuses de la bouche ou du tube digestif. Donc du coup, soit c'est rouge, soit c'est de la douleur, soit c'est des aphtes. Alors quelquefois, les patients sentent surtout l'inflammation dans la bouche qui est plutôt liée à la radiothérapie. Et quelquefois, ne sentent pas les aphtes alors qu'il y en a plein la bouche, hein. Donc au départ, le grade 1, ils ont un peu mal à la bouche. Ils sentent en fait que c'est un petit peu rouge, mais on laisse comme ça. Alors souvent, nous, de toute façon, d'emblée, ils ont des bains de bouche un peu en systématique qui sont prescrits dès la première semaine de traitement, principalement pour pouvoir prévenir justement et avoir plus tardivement cet effet secondaire-là. Le grade 2, bon, bah, du coup, ça modifie un peu. Ils commencent à avoir une douleur au niveau de la bouche. Souvent, ils arrivent encore à manger, mais ça, il faut quand même réadapter l'alimentation. Et le grade 3, c'est compliqué pour manger. Donc, au départ, on leur met des bains de bouche au bicarbonate. Et puis après, quand on se rend compte qu'il y a des aphtes ou simplement, eux, des douleurs dans la bouche, on leur met des bains de bouche avec des corticoïdes et un anesthésiant local qui doivent faire en alternance avec le bain de bouche standard. Et on peut aussi rajouter ce qu'on appelle j'ai pris de l'avance sur la slide suivante, je parle trop vite, pardon. On peut leur mettre aussi ce qu'on appelle un gel de xylocaïne. En fait, par exemple, quand ils ont des aphtes au niveau de la langue, ils peuvent prendre mettre le gel sur le doigt et l'étaler au niveau de la langue. Ça permet de soulager. Alors, c'est pas un effet sur du long terme, hein, c'est vraiment un effet court terme. Mais du coup, quelquefois, c'est ce qui les soulage et qui leur permet de continuer un peu à manger à côté. Alors là, sur les photos de gauche, là, clairement, ce patient, il ne mange plus du tout, hein. Mais à droite, avec le gel de xylocaïne, la dame, elle continue encore un peu à manger. Elle a juste réadapté l'alimentation, donc tout ce qui va être les vinaigrettes, les noix, tout ce qui peut en fait un peu donner une douleur au niveau de la langue. Et surtout, on leur dit de ne pas manger ni froid ni chaud. Donc il faut vraiment que toute l'alimentation soit un peu tiède. Si c'est un yaourt, on leur dit de le sortir un petit peu avant pour qu'ils prennent un peu la température ambiante. Parce que sinon, ça crée en fait ça leur crée des douleurs en plus. Bon, en ce moment, je crois qu'il n'y a toujours plus de lidocaïne encore. Et il y a un patient qui m'a dit qu'il n'y avait plus de bain de bouche de bicarbonate non plus. Donc, normalement, on fait tout ça et après, ben, il faut qu'on adapte en fonction des ruptures de stock. Voilà. Donc, du coup, ben, vous, la surveillance, c'est voilà, la plainte du patient. Et puis, voilà, si ça l'empêche de manger, qui dit qu'il a mal quand il mange, voilà, c'est des choses à s'alerter. La slide suivante, donc, du coup, c'est sur la douleur. Donc, la douleur, au départ, c'est une douleur légère. Donc, voilà, on commence par des paliers 1 et puis au fur et à mesure, on augmente. Le grade 2, donc, c'est des douleurs qui commencent à l'empêcher un peu de manger. Et grade 3, il ne peut plus du tout manger. Alors, les douleurs, elles peuvent être au niveau de la bouche, de la langue, mais aussi de l'œsophage, hein, parce que la radiothérapie, en fonction de la localisation, et ben, du coup, ça peut leur donner des douleurs. C'est la sensation qu'ils ont quand ils avalent. Ils se disent, j'ai mal quand j'avale, comme s'ils avaient un peu comment dire, comment dire, une, voilà, une infection au niveau de la gorge. Ça va me revenir. Donc, du coup, au niveau des traitements, ce qu'on fait en premier, donc on leur donne tout le temps du paracétamol en premier. On leur dit bien de le prendre un peu en systématique quand ils commencent à avoir un peu, quand on commence à avoir un petit peu mal. On leur dit de le prendre un peu en systématique. Alors souvent, les patients, ils n'aiment pas trop les médicaments, hein. Moins ils en prennent, mieux ils se portent. Mais du coup, on l'insiste parce que s'ils ne le prennent pas en systématique et qu'ils nous disent qu'ils ont encore mal, c'est plus compliqué de passer au palier d'après parce ils n'auront pas pris au moins leur tramadol, enfin leur paracétamol 3 grammes par jour. Donc si ça ne suffit pas, on passe au palier 2. Donc après, on adapte aussi en fonction de l'âge, hein, parce que les patients âgés, on va éviter de mettre la cotéine ou du tramadol.
Euh, du coup, on réadapte et puis en plus, il y a la tolérance du patient, hein. Souvent, on prescrit la codéine en premier et puis si il ne se sent pas bien, s'il ne le tolère pas, on met autre chose. Et puis, les trois quarts du temps, on passe quand même les patients sous morphine ou oxycodone. Alors souvent, nous ici, on met des patchs de durogésique, tout simplement parce que souvent, ils ont du mal à manger. Du coup, on ne va pas aller piler les médicaments, les morphiniques qu'on ne peut pas forcément piler pour mettre dans la gastrostomie. Donc, on met les patchs, comme ça, c'est de la libération sur 3 jours. Et puis, souvent, on associe donc soit l'oramorphe, donc c'est des gouttes qu'on peut passer pour le coup par la gastrostomie, soit on peut mettre de l'Abstral qui est orodispersible. Et puis, on peut aussi mettre du Pegfent. Le Pegfent, en fait, c'est de la morphine qu'on par voie nasale. Sauf que du coup, il agit plus rapidement que tout ce qui va être Oramorph, oxynormoro et Abstral. Mais du coup, l'effet est moins long. Donc après, c'est adapté en fonction des patients. Souvent, le patient qui n'a pas de gastrostomie, à qui on voudrait vraiment qu'il continue de manger, on a tendance à lui prescrire le Pegfent pour que vraiment il soit bien soulagé au moment du repas, pour qu'il puisse continuer à bien s'alimenter et pour qu'on évite de poser la sonde. Donc voilà, on réadapte aussi la galénique en fonction de l'impossibilité ou la difficulté de prise orale, hein. La xylocaïne bis que je vous en ai parlé. Et puis, si besoin, on peut faire des consultations algologues. On a, comment dire, un service douleur au centre. Et du coup, ça peut donner des accès ben, voilà, à la méthadone, à la kétamine pour des patients qui sont ou intolérants ou on envoie aussi nos patients, comment dire, addicts, qui ont des antécédents de drogue ou qui fument encore régulièrement leurs joints. On les envoie tout de suite vers l'algologue pour qu'on puisse adapter directement le traitement correctement parce qu'ils sont plus spécialisés que nous dans le quotidien et que par rapport aux antécédents de drogue ou de cannabis, il y a des choses à adapter, à surveiller et du coup, eux, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Pour la douleur, donc du coup, la surveillance, c'est la surveillance des prises, mais surtout des interdoses parce que souvent les patients n'osent pas prendre la morphine dans la journée. Souvent, c'est bah, je l'ai pris une fois ou deux, mais j'ai mal, mais bon, c'est quand même de la morphine. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas augmenter le patch ou le libération prolongée si à côté de ça, il ne prend pas de libération immédiate, en fait. C'est ce qui nous permet de calculer aussi l'efficacité. Donc, l'efficacité du traitement, est-ce qu'il est soulagé, pas soulagé? Et puis, ben, bien entendu, la tolérance, hein, parce qu'à partir du moment où on commence les paliers 2, les patients, quelquefois, tolèrent moins les traitements, sachant qu'on peut, sans difficulté, modifier les traitements parce que ça ne va pas, en fait. Souvent, quelquefois, les patients, ils ont de la codéine, puis enfin, ils se sentent pas bien avec. Bon, bah, ils nous le disent pas. Du coup, ils continuent avec leur Doliprane. Et puis, en fait, ils ont toujours mal et ils nous le redisent à la consultation d'après. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je suis aussi en place. C'est que les patients, ils ont mon numéro de téléphone direct. Et au moindre souci, je leur dis de m'appeler. Donc, je leur dis aussi que s'ils ont leurs infirmières, voilà, de ne pas hésiter à leur donner le numéro parce que quelquefois, les patients n'osent pas appeler, mais l'infirmière libérale ben, le fera pour eux et c'est ce qui peut les aider. Voilà. Donc la dermatite, donc du coup, c'est ce qui est surtout lié à la radiothérapie principalement. Donc au départ, c'est juste, on voit que la peau est un peu sèche. Après, on voit que ça commence à un peu rougir. En grade 3, en général, on voit que ça peut faire des croûtes et puis ça fait des petites plaies un peu humides. Donc là, on modifie les protocoles à ces moments-là. Et grade 4, j'ai encore pas vu, mais j'ai vu je crois que je l'ai mis en photo après, un vrai grade 3 bien comme il faut. Donc voilà. Donc la première, ce qu'on met en premier. Alors au tout départ, les patients, on leur dit bien de ne pas mettre de parfum, de se laver plutôt avec de l'huile lavante. Alors l'huile lavante, tout simplement parce que ça laisse une couche lipidique en fait sur la peau qui permet, comment dire, de permettre de continuer à hydrater la peau, mais qui n'aura pas d'influence avec la radiothérapie.
pas de crème parce qu'en fait, la radiothérapie, en fait, soit la crème va arrêter l'effet de la radiothérapie ou potentialiser l'effet de la radiothérapie. Donc, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et donc, du coup, on leur prescrit au tout départ de la Yalucette. Alors, pourquoi cette crème-là? Parce que c'est la seule qui est remboursée et que quand même dans nos patients ORL, n'oublions pas que c'est souvent des patients en précarité ou en difficulté sociale et que leur dire d'aller acheter une crème toutes les semaines à 10 euros, ça leur fait un coût quand même. Donc du coup, c'est pour ça qu'on prescrit celle-là en première attention, sachant que elle n'est pas toujours tolérée. Il y a des patients quand même qui font des réactions allergiques à la Yalucette. Donc dans ces cas-là, on leur propose le Cicalfate ou Cicabio. Et puis, dans un deuxième temps, voilà, si on voit que la peau commence à rougir, à avoir des petites croûtes, on va leur proposer le Protonsan Yalucette. Donc, le Protonsan, c'est un produit qui n'est pas remboursé. En fait, c'est une solution liquide qu'on met sur des compresses et qu'on applique vraiment au niveau de toute la plaie pendant 15 minutes. Ensuite, on enlève les compresses, on sèche en tamponnant avec une compresse sèche. Et puis après, on met la crème. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est la crème, il ne faut pas l'étaler. En fait, on met un placard. En fait, on pose la crème et c'est le cou qui boit la crème. Et le surplus, on peut l'enlever avec une petite compresse en tamponnant. Il ne faut jamais qu'il se frotte le cou parce que ça risque d'irriter encore plus. Le rasage pour les messieurs, en fait, c'est un rasoir électrique et plus manuel parce que manuel, tout simplement parce que quand ils peuvent se faire une plaie, et s'ils se font une plaie avec la radiothérapie par-dessus, en fait, la plaie va pas cicatriser. Donc là, la première photo, je l'avais mise parce qu'en fait, c'est un patient. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais la partie qui est la plus à droite, en fait, cette petite plaie-là, c'est un arrachage de peau. En fait, le patient avait une voie centrale qui avait été enlevée le jour de la fin de la chimiothérapie. Et puis en fait, les infirmières dans le service ont mis en fait un scotch, ont mis une compresse et ont mis un scotch directement sur la peau déjà abîmée. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand on a enlevé malgré avoir mouillé tout ce qu'on a pu, il y a un bout de peau qui est parti avec. Donc du coup, tout ce qui est au milieu et à gauche, là c'est vraiment une rougeur liée en fait à la radiothérapie et on voit la petite plaie sur la droite. Ça, c'est le bout de peau qui est parti. Et puis, les photos 2 et 3, donc c'est la même patiente. Donc là, c'est des photos, moi je les vois, les patients, en systématique 15 jours post-traitement pour voir les toxicités, voir où ils en sont et surtout réadapter, par exemple, les traitements antalgiques, les morphiniques, on essaie de les diminuer assez rapidement. S'ils ont pas mal, on essaie de les arrêter, enfin, de les diminuer en tout cas. Et du coup, cette dame, donc là, je la voyais 15 jours post-traitement, mais en fait, la partie que vous voyez qui est un peu rosée, où il n'y a plus de croûte, plus rien, son cou 15 jours avant, c'était rempli de toute croûte. C'était la même chose que ce qu'il y a sous le menton. Donc en fait, cette dame, elle avait perdu 5-6 kilos pendant le traitement, alors que c'était quand même déjà un petit poids de base, hein. C'était une dame qui devait faire même pas 50 kilos. Elle a quand même réussi à perdre 5 kilos pendant le traitement parce qu'elle refusait la sonde gastrique. Enfin bon, ça a été une prise en charge un peu compliquée. Et puis quand il a fallu mettre les soins en route, elle les a fait un peu de façon mitigée. Et donc du coup, ça donne ça. Donc cette dame, elle a mis bien 2 mois et demi pour cicatriser, pour avoir une peau à peu près normale. Donc en fait, elle a quand même plein de cicatrices, plein de plaies encore visibles qu'elle récupérera pas en fait. Voilà. Euh, Donc, vous, dans votre rôle, du coup, et puis dans les choses qui doivent vous interpeller, du coup, c'est la réalisation, du coup, des pansements. Alors, souvent, la Yalucette, souvent, les patients en mettent tout seuls. Et souvent, le protonsan Yalucette, on leur propose qu'il y ait un passage infirmier parce que souvent, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis, comme ça, on est sûr que c'est fait. Et surtout, on est sûr que il y a quelqu'un qui vient à la maison, qui vient vérifier que tout va bien. Alors ça, souvent, on leur propose de nous faire les soins ici. Comme ça, quand ils rentrent à la maison, les soins sont faits et puis on propose un passage infirmier le week-end. Les patients qui veulent surtout pas attendre 5 minutes supplémentaires ou parce que le taxi ne veut pas attendre. Du coup, moi j'insiste pour que ce soit des infirmières libérales parce qu'au moins il y a un suivi à la maison. Donc la surveillance de l'évolution, puis du coup pas de sparadrap ou de pansement sur la peau irradiée.
Pareil, quelquefois les patients mettent ou certaines infirmières mettent des compresses en fait autour du cou, et du coup la compresse va boire la crème et en fait du coup ça a aucun effet du coup sur la peau du patient. Donc en fait le patient il faut qu'il attend que la crème soit bue par le cou et puis après il peut se rhabiller. Souvent on leur dit de mettre des t-shirts qui craignent pas grand-chose. Voilà. Donc la dysgeusie, hein, donc du coup c'est le trouble du goût. Donc, souvent, au départ, les patients, quand on leur dit qu'ils vont avoir le goût modifié, voire qu'ils vont plus avoir de goût, ils disent tous la même chose. Moi, il n'y aura pas de problème. Même sans goût, je vais manger. Ce qui n'est clairement, ça dure 2 jours, mais après, c'est impossible parce que quand vous n'avez pas de goût, même si vous faites que avaler, c'est vraiment, ça prend, après, ça leur prend la tête, ils sont vraiment pas bien. Donc au départ, c'est juste une altération du goût, en fait, c'est-à-dire qu'ils sentent un peu moins certains goûts ou des goûts qui sont un peu modifiés. Et puis le grade 2, en fait, c'est que du coup, il y a vraiment soit une perte de goût, soit vraiment ils ont un goût désagréable. Donc souvent, c'est un goût de fer qu'ils ont dans la bouche. Alors sans avoir de sang dans la bouche, hein, mais ils ont un goût de ferraille. Et du coup, les aliments, c'est vraiment dégueulasse, je pense. Donc du coup, dans les conduites à tenir, donc en fait, nous, ben, on leur dit d'adapter la texture et puis c'est la mise en place de l'alimentation entérale. Alors, tous les patients n'ont pas de gastrostomie, hein. Il y a des patients qui, en fonction de leur tumeur, on sait que ça va être compliqué à la fin, mais pas au point d'avoir une alimentation entérale. Donc du coup, souvent, c'est ces patients-là où c'est plus difficile et ils savent que s'ils veulent pas de la sonde, eh ben, en fait, il faut ils mangent pour manger, en fait. Donc c'est dur, hein, c'est psychologiquement quelquefois pour les patients, c'est compliqué, hein. Donc l'axérostomie, donc du coup, c'est un peu la bouche sèche. Donc en fait, quand on fait de la radiothérapie, souvent, on va irradier au niveau des glandes salivaires. Donc, il y a des patients qu'on irradie que d'un côté et d'autres ben, qu'on est obligé d'irradier des deux côtés. Donc ça veut dire que là, les glandes salivaires ne vont plus fonctionner et en tout cas plus normalement. Donc en fait, au départ, effectivement, grade 1, grade 2, grade 3. Alors ça, c'est souvent des toxicités qui gardent à long terme. Alors pas au point d'avoir la bouche sèche tout le temps, mais c'est juste d'avoir cette sensation de bouche sèche quand ils parlent un peu trop. Et du coup, tout le temps, ils doivent avoir leur bouteille d'eau avec eux pour pouvoir se réhydrater. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas faire grand-chose, la bouche sèche. Donc, slide suivante. Donc, on leur propose soit de bien faire les bains de bouche, le plus souvent possible, de s'hydrater même s'ils ont du mal à boire, de boire des petites gorgées régulièrement dans la journée. Et puis on leur propose le spray artésial. Alors, c'est de la salive artificielle, c'est pas révolutionnaire, hein, mais ils prendraient des sprays d'eau thermale, ça serait pareil aussi, hein. Et puis, par rapport à cette bouche que j'ai pas marquée, comme les glandes salivaires vont plus bien fonctionner, en fait, la salive, c'est ce qui, comment dire, qui, dans la bouche, nettoie la bouche, en fait. Et du coup, si les glandes travaillent moins bien, forcément, la salive ne va plus pouvoir faire son travail correctement. Donc, ces patients-là, en fait, on leur confectionne des gouttières. Donc, en fait, c'est un peu comme pour les boxeurs, hein, ce qu'ils mettent sur les dents, comme les rugbyman. Et en fait, dedans, par contre, ils doivent mettre une petite, comment dire, une petite noix de fluor. En fait, c'est une ordonnance toute faite, hein, c'est un tube de fluor qu'ils mettent sur chaque appareil. Ils doivent mettre les gouttières, du coup, tous les jours, 5 minutes à vie. Et en fait, ce fluor va permettre de protéger les dents parce que la salive, c'est ce qui nettoie la bouche, c'est antibactérien. Et là, du coup, comme ils ont eu de la radiothérapie, ils ne peuvent plus avoir une bouche en mauvais état. Donc, en fait, ce fluor va permettre de protéger l'émail des dents et en fait, les gencives par elles-mêmes. Et du coup, ils doivent faire aussi un suivi dentaire 2 fois par an, hein, pour les détartrages et suivis, sachant que bien avant le traitement, ils ont une consultation dentaire où on regarde les dents et il y a des patients à qui on enlève toutes les dents, hein, donc, parce que c'est en très mauvais état. Et on sait que si on fait de la radiothérapie dessus, il aura une nécrose mandibulaire. Donc du coup, ça veut dire qu'après, c'est plus les mêmes problématiques, hein, c'est de la chirurgie qui est hyper mutilante.
Donc, c'est tout ce qu'on veut éviter. Les patients qui ont des appareils dentaires, il faut bien qu'ils fassent attention que l'appareil ne les blesse pas, parce que s'il les blesse, ça peut créer en fait une lésion qui peut aussi se nécroser. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on leur dit, mais voilà, qui peuvent aussi à la maison, ça arrive que les patients, ils mettent encore leur appareil dentaire d'avant, sauf que ben, comme on fait des rayons, la bouche change parce qu'il y a de l'inflammation. Du coup, la bouche change, ils ont plus de mal à mettre l'appareil, mais bon, ils y tiennent hein, parce que ben, il faut pour manger, et puis c'est l'esthétique aussi, hein. Et du coup, c'est important que si ça les blesse, ben, c'est dommage, mais il faut arrêter de le mettre le temps en tout cas du traitement. Alors le souci qu'ils ont aussi, c'est que en post-traitement, quand il faut refaire les appareils, c'est pas pris en charge. Souvent, ils pensent que comme ils sont en ALD pour leur cancer, tout va être pris en charge. Mais en fait, les dents, on enlève les dents pour le traitement, mais derrière, on ne va pas leur créer un appareil gratuitement. En fait, ça reste dans le suivi dentaire. Donc, en fait, il faut qu'ils fassent faire des devis par leur dentiste et pour voir combien ils en ont de leur poche, en fait. Donc là, les troubles digestifs, donc c'est principalement lié à la chimiothérapie. Donc du coup, vous avez les nausées, les vomissements. Alors, ils sont souvent principalement des nausées. Les vomissements, c'est plus rare. C'est vraiment pour les patients qui ont des nausées depuis un moment qui ne disent rien. Donc au départ, les nausées, c'est plutôt, ça les gêne, ça fait perdre d'appétit, ils sont un peu dégoûtés. Le grade 2, bon, ben, du coup, ils ont quand même plus de mal à manger, mais ils ne sont pas forcément dénutris sur la prise de sang. Et grade 3, ils ne mangent plus rien, donc du coup, c'est nutrition. Alors souvent, nous, par contre, en grade 2, ils commencent déjà à avoir une nutrition entérale, en fait. On anticipe un peu, à partir du moment où ils mangent moins, même s'il n'y a pas de perte de poids, on commence déjà à mettre la nutrition entérale, parce qu'on sait que de toute façon, on ne va pas aller en s'améliorant. Donc même si on attend une semaine, on sait que dans une semaine, bah, il aura perdu 3 kilos et c'est un peu bête, cette perte de poids, alors qu'on peut anticiper un peu les choses. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, ils ont la prise antiémétique le jour de la chimiothérapie pendant 3 jours. On leur ajoute aussi des corticoïdes pendant 3 jours, hein, qui joue bien, enfin, qui a un bon effet au niveau des nausées. Et puis la prise de l'olanzapine, c'est ce que je vous disais. Et à partir du 5e jour, c'est le primpéran. L'importance de l'hydratation, du contrôle biologique. Et puis voilà, une mise en place d'une hydratation à domicile en fonction de la prise de sang parce que le patient alors, on ne mettra pas une hydratation à domicile si le patient il est juste nauséeux, mais que la prise de sang est bonne. Par contre, là, on réadapte juste le traitement, les antiémétiques. Par contre, si la prise de sang commence à se dégrader et qu'en plus il a les nausées, on va rajouter l'hydratation plus la modification des antiémétiques. Donc, c'est les troubles digestifs. Donc, il y a aussi la constipation. Pour, en tout cas, dans le cadre de nos chimios à nous, dans la radiochimio. Donc, du coup, lié à la chimiothérapie ou prise de morphinique. Donc souvent, ce qui est prescrit, c'est du Falac Forlax, hein. Donc après, il y a les noms génériques. Donc on leur prescrit, ils l'ont en systématique en fait sur l'ordonnance d'antiémétique. Et donc en fait, c'est si besoin, hein, c'est comme ça, ils l'ont déjà à la maison. Et donc, si nous, on leur dit que s'ils ont un rythme d'aller à la selle tous les jours, il faut que ce rythme-là soit gardé. Donc, en fonction, ils prennent un sachet le matin. Si ça ne va pas, bah, le lendemain, ils en prennent deux. Et puis, si ça va pas, bah, c'est deux le matin et un le midi. Et puis, si ça va pas, ben, du coup, il faut qu'on mette des lavements à ce moment-là. Donc, la radionécrose, donc ça arrive dans 5 à 9% des cas des patients qui ont eu de la radiothérapie. En fait, ils ont des douleurs qui sont souvent très importantes. Ça peut être une infection, une fistule et puis un trismus. Un trismus, c'est l'ouverture de bouche. Donc, souvent, on le mesure pour certains patients en fonction de quand ils ont été opérés, souvent quand c'est de la parotide, pour voir si c'est un travers de doigt, deux travers de doigt. Ça permet de voir l'évolution aussi sur le après-traitement et sur le suivi qu'ils vont avoir à vie. Donc au départ, le traitement, en fait, c'est un peu un traitement un peu une ordonnance toute faite. Donc en fait, ils ont des antibiotiques, des antalgiques. Alors les antibiotiques, au départ, ils en ont 3 pendant
Je crois que c'est pendant 15 jours et après, ils en ont un pendant au moins 2 mois, plus réadaptation des antalgiques. Et c'est des patients qui sont revus du coup hyper régulièrement pour vérifier que ça, non, ça, comment dire, que ça évolue pas plus. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas et puis que c'est vraiment, vraiment une radionécrose assez étendue, c'est une chirurgie avec reconstruction. Là, par contre, c'est des grosses chirurgies et c'est vraiment pour le patient, on enlève quand même une partie de la mâchoire. Enfin, c'est vraiment dur pour eux, hein. Donc souvent, c'est pour ça qu'on fait très très attention dès qu'il ne faut pas qu'ils aient de douleur dans la bouche. C'est pour ça qu'ils doivent bien avoir un suivi dentaire pour au moins qu'on élimine ces causes-là. Donc c'est pour ça qu'avant le traitement, on vérifie tout ce qui est les dents, quitte à les enlever si besoin. Pendant le traitement, donc du coup, tout ce qui va être les rasoirs, les bains de bouche, l'arrêt de l'alcool et du tabac. Donc les patients qui fument et qui boivent souvent ont des difficultés quand même à arrêter les deux en même temps. Donc souvent, l'arrêt de l'alcool, c'est un peu fait, c'est les premières choses qu'ils arrêtent. Par contre, le tabac, c'est plus compliqué, hein. Bon, c'est quand même une drogue, hein, donc c'est compliqué pour eux aussi. Et puis souvent, c'est des moments dans la journée, c'est des habitudes. Donc du coup, le tabac, ce qui est important, c'est qu'ils l'arrêtent pendant le traitement parce que ce qui permet la cicatrisation. En fait, si on fume sur une plaie, la plaie va jamais cicatriser. Donc pour eux, c'est exactement pareil. Et puis surtout, ils ont une cicatrisation plus tardive et c'est des risques de nécrose. Et puis du coup, voilà, les gouttières fluorérées, et puis toujours l'arrêt de l'alcool et du tabac, on est un peu. Mais c'est pas toujours si facile que ça, hein. Les patients ont souvent des cadres de vie qui font qu'ils tiennent pendant le traitement parce que voilà, ils sont stimulés, le fait qu'ils viennent tout le temps, on est tout le temps un peu en train de les harceler. Et puis après, ils reprennent leur vie un peu, on va dire, normale. Et puis voilà, on retrouve les copains, les machins. Donc un verre en entraîne deux. Et puis en fait, voilà, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Alors pas tous, hein, mais certains quand même, on sait que eux, après le traitement, voilà, c'est des risques qui reprennent l'alcool. Souvent le tabac, ils l'ont pas arrêté. Donc nous, ici au centre, on a une infirmière et un médecin tabacologue pour, voilà, pour pouvoir les aider, pour pouvoir surtout avoir un suivi, hein, parce qu'en fait, c'est ça le plus difficile dans l'arrêt du tabac. C'est les patients, souvent, ne veulent pas forcément arrêter. Ils veulent arrêter parce qu'ils sont malades, parce qu'ils vont avoir de la radiothérapie, qu'ils n'ont pas trop le choix. Donc, ce n'est pas forcément leur choix premier. Donc, du coup, il faut vraiment les stimuler. Et puis surtout, un peu comme des enfants, en fait, il faut les féliciter quand ça fait, quand ils ont passé de un paquet à 10 cigarettes, faut leur dire que c'est bien, en fait. Et que, voilà, comme ça les stimule. Ça leur donne aussi envie voilà, de continuer à faire des efforts. Donc, du coup, pour ces patients-là qui ont quand même un traitement très difficile, c'est important qu'il y ait tous les intervenants qui puissent travailler ensemble autour du patient pour aussi améliorer sa prise en charge. Et puis, surtout, voilà, il ne faut pas hésiter à faire remonter les informations parce que les infirmières libérales sont quand même les personnes qui sont au premier plan auprès du patient. Et du coup, le patient, quelquefois, ne nous dit pas forcément les choses. Et voilà, c'est important qu'à un moment donné, les informations puissent remonter. Voilà. Merci Laetitia. Anne-Charlotte, je vous laisse gérer pour le fil de discussion s'il y a des questions déjà posées. Oui, il y avait simplement une question pour savoir si on pouvait recommander l'intervention d'un barreur. Je pense que vous voulez dire peut-être par là un coupeur de feu, c'était ça la question? Oui, Magnétiseur pour couper un petit peu les oui. feux de mon... Alors, nous, il n'y a pas de. Nous, on ne leur donne pas de nom parce qu'on n'en a pas. Mais en fait, c'est pas interdit. En tout cas, il n'y a pas d'étude qui a prouvé que c'était mieux ou pas mieux pour le patient. En tout cas, ce qu'on leur dit bien, c'est que il faut surtout pas qu'ils prennent de traitements associés, tout ce qui va être plante et tout ça, que vraiment c'est que si c'est juste couper le feu, il n'y a pas de souci, mais faut pas qu'on leur fasse prendre des concoctions, des choses comme ça à côté. Mais le barreur de feu, en tout cas, n'est pas. Nous, on leur dit qu'ils peuvent, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, moi je souhaiterais, Nathalie Procoulange,
Je souhaiterais voir avec vous parce que j'ai eu des patients qui ont été pris en charge pour effectivement des cancers de cet ordre-là. Et la problématique, c'est que nous, on se retrouve parfois avec des patients qui sont complètement perdus face à leur maladie. Et ça aurait été bien qu'on ait un petit fascicule pour nous expliquer ce qu'on devait surveiller. Et puis, avec un numéro pour savoir qui on doit appeler, parce que la plupart du temps, ils ont leur rendez-vous de radiothérapie, mais ils savent pas trop nous expliquer, pas trop quoi nous dire. Et nous, on est quand même confrontés à ces patients pour lesquels on pourrait apporter une aide et où on ne sait pas quoi faire, parce que en fait, on n'a pas de contact, on ne sait pas ce qu'on doit surveiller, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Et je trouve qu'on est complètement perdu et que on n'est pas d'une grande utilité, alors que au contraire, ça pourrait être bien plus bénéfique si on était mieux informé. Alors nous, les patients qui sont vus au centre, en fait, ils sortent tout le temps avec un plan personnalisé de soins et un petit dépliant récapitulatif du traitement et des toxicités. Et ils sortent tous avec mon numéro de téléphone. Donc après, eux, et en tout cas, les patients vus en tout cas au centre qui ont de la radiothérapie, ils ont tout ce qu'il faut à la maison. Vous n'avez pas eu idée de faire un petit fascicule spécialement pour les infirmières libérales, du style, voilà, à donner à votre infirmière le suivi, votre numéro en gros, etc. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, moi je vois, c'était par rapport à- à un centre où je travaille. Et le patient, il avait ça dans sa chambre, mais il ne descendait jamais rien et il n'était jamais au courant de rien, il ne comprenait pas. Et donc voilà, et c'est vrai que je me dis que vous auriez un petit fascicule avec des infos pour l'infirmière, ça serait bien pour travailler ensemble. Alors après, non, parce que j'ai pas encore, non, j'ai pas eu l'idée parce que en fait, moi, je pars du principe que le patient doit aussi communiquer en fait avec les personnes de son entourage. Alors c'est pour ça aussi que quand je donne mon numéro, je lui dis bien qu'il n'hésite pas à le donner à sa femme si elle veut m'appeler, à l'infirmière, au médecin traitant, parce que mais je peux, je pense que même si je donnais un document en plus, je le donnerais au patient qui serait dans une pochette rangée avec tout ce qu'on lui a déjà donné ici. Moi, je vous parle des gens qui sont des gens donc qui sont dans la rue et des gens en difficulté sociale. C'est des gens qui communiquent difficilement et j'ai le cas de ce jeune, il avait 32 ans et il n'arrivait pas du tout à communiquer et à nous dire ce qu'il en Mm. était. Et je trouve ça dommage parce que voilà, en écoutant votre intervention, j'ai appris plein de choses et je me dis que j'aurais pu l'aider davantage, mais Mm. que lui n'était pas en capacité intellectuelle de demander. Donc, il vivait au sein d'un foyer, hein, et, Ouais. euh, et, euh, et voilà. Et je sais qu'on en a quand même quelques-uns malheureusement on est un peu quand même les seuls référents. Et donc voilà, moi je me dis que ça serait, enfin moi j'aurais été contente d'avoir quelque chose pour moi pour justement pouvoir aller plus loin. Après, moi, je sais que j'envoie un courrier en systématique au médecin traitant. Après, moi, je ne sais pas qui est l'infirmière libérale des patients. Donc, en fait, même si j'avais un fascicule, il passerait par le patient. Donc, en fait, je suis pas sûre que vous le récupériez pareil. Si vous récupérez pas et mon numéro et les documents qu'on leur donne, je vois pas Bah, comment vous pourriez récupérer ce fascicule, en fait. si, mais maintenant que je sais que vous leur donnez, je leur demanderai, Mm, si vous mm, voulez. Mais c'est vrai que franchement, lui, pour ce jeune homme, on est passé à côté d'une prise en charge plus profonde mm. parce que lui n'était pas en capacité de nous dire. Et maintenant, Ouais. je ferai passer le message. Mais oui, parce que tout le monde n'est pas cortiqué, quoi. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Alors, il y avait un commentaire, les herbes ne sont pas interdites mais soumises à l'accord du pharmacien qui s'occupe de la chimiothérapie.
Oui, tout à fait. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont quand même contre-indiquées pendant le traitement. Donc, nous, on a tendance à leur dire de tous, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, avant d'acheter, de bien nous le demander pour pas qu'ils dépensent de l'argent pour rien. Il y a quand même beaucoup de choses contre-indiquées quand même pendant le traitement. Pas d'autres questions? N'hésitez pas hein, encore sur le chat si vous préférez passer par le chat ou à l'oral. Moi, je voulais vous poser une question aussi, parce que vous n'avez pas, c'était peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais on s'est déjà retrouvé avec des patients trachéotomisés suite à, bon, c'est cancer de larynx ou donc je pense que c'est peut-être un autre sujet. Donc on s'est déjà retrouvé en difficulté chez un patient laryngectomisé et qui a eu des rayons au niveau du cou. Et en fait, la trachéotomie, enfin la plaie s'est étendue. On avait un mal fou à faire les pansements, à faire tenir les pansements, avec les problèmes d'infection, d'encombrement bronchique. C'était très très compliqué aussi à gérer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas de patients trachéotomisés aussi et à domicile. C'est vrai que c'est compliqué pour nous aussi quand on a des patients comme ça. Et en plus, le problème de communication aussi, parce que c'est des patients qui parlent pas, qui ne peuvent plus parler. Et je ne sais pas si vous aviez des retours par rapport à ça, des conseils, parce que c'était une prise en charge qui a été très très compliquée pour nous à domicile. Alors, oui, du coup, c'était pas la demande du jour. Donc, c'est Ouais, pour ça que je ne l'ai pas abordé. En fait, effectivement, on a quand même beaucoup de patients qui ont des trachéostomies ou trachéotomies en mm, fonction de la, comment dire, de leur chirurgie et de leur tumeur. Alors après, souvent, les patients qui ont une laryngectomie totale, en fait, en général, c'est des patients qui sortent du CHU. Et si j'ai bien compris, je sais que c'est compliqué avec les ordonnances qui ont été faites parce que c'est pas toujours bien clair ou pas assez bien fait. Alors, c'est les reports des patients, hein, puisqu'on doit refaire les ordonnances derrière souvent parce que ça ne va pas. Et en fait, souvent, ces patients-là sortent du CHU. Donc, du coup, nous, on n'a pas trop de vision sur les ordonnances qui sont faites, sauf quand on doit les renouveler. On renouvelle un peu bêtement ce qui est marqué dessus. Et effectivement, c'est des patients où la communication est compliquée parce qu'à part écrire sur l'ardoise ou apprendre à lire sur les lèvres, c'est plus compliqué pour eux. Et puis, souvent, ils ont tendance à s'agacer assez vite quand on ne les comprend pas. tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et effectivement, la radiothérapie, souvent les patients qui ont été laryngectomisés, pardon, en fait, souvent la radiothérapie, elle est effectivement au niveau du larynx, donc au niveau de la canule de trachéo. Et effectivement, souvent, il y a quand même des plaies, alors qui sont autour de la canule et qui peuvent être aussi un peu à l'intérieur. Mais pour le coup, autour, mis à part la crème et puis le protongeant qu'on peut mettre, l'intérieur, c'est la cicatrisation qui va se faire après, en fait. Mais pour le coup, effectivement, c'est souvent compliqué parce que faire des pansements, mettre de la crème autour de la canule, c'est pas toujours simple. Non, parce qu'il faut mettre la canule, il faut maintenir la canule avec Ouais, la collerette. c'est Et en ça. plus, ils ont une peau qui est lésée, qui fait mal. Ouais. Enfin, voilà, c'est des prises en charge. C'est Oui, vrai et puis c'est vrai que ces quand on n'a pas collerettes, un on peu n'arrive pas. d'expérience, c'est vrai que c'est compliqué pour Ouais, nous à domicile. On n'est pas toujours formé pour gérer ces genres de ouais. situations. Voilà. Après, surtout qu'en plus, c'est vrai que les collerettes, en fait, on est quand même obligé de bien les serrer. Mais le problème, c'est Ouais. que si on serre trop, effectivement, du coup, on frotte et on abîme un peu la peau. Donc, en fait, c'est toute la difficulté. Donc, souvent, pour le coup, autant je dis d'habitude, il ne faut pas mettre de compresse quand il y a la crème. Mais au moins là, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre la crème, attendre un Oui. peu qu'elle s'absorbe. Et après, effectivement,
c'est long, hein. Après, pour vous, ça vous demande du temps aussi, hein. Ah bah Mais oui. souvent, je dis aux Bah patients, oui. si ils sont autonomes, je leur dis, l'infirmière, elle met la crème. Si vous savez mettre tout seul enfin, le petit filin de la canule, Oui, vous le mettez vous après, vous attendez que la crème soit bien absorbée et vous remettez le petit filin après. Mais c'est compliqué parce que on sait que là, c'est plus, c'est pas que c'est moins bien fait, mais on sait que c'est plus compliqué parce qu'il y a ce tour de cou qui oui, frotte avec la peau, qu'on irradie, mais ça, on le sait. Donc en oui. fait, on Mm. essaie, en gros, on sait que ces patients-là, il y a un moment donné, il y aura des plaies, mais c'est souvent plus sur la fin, donc on sait qu'une fois que les rayons seront terminés, bah, ça va cicatriser, que ce sera plus Oui, facile aussi. Mais ça, on le sait que c'est compliqué, mais en fait, on essaie de faire le moins pire, on va dire. oui. Tout à fait. Oui. Merci. Ah, bah, de rien. Il y a une autre petite question. Est-ce que la chimiothérapie est-elle toujours faite en même temps que la radiothérapie? Alors, pour les patients qui arrivent, alors pour les cas des patients qui arrivent on va dire pour vraiment on va dire, pour les guérir entre guillemets, donc oui, s'il y a de la chimiothérapie, c'est forcément associé à la radiothérapie. Par contre, on a des patients qui peuvent être d'emblée métastatiques. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais parce que le but pour aujourd'hui, on m'avait demandé surtout les toxicités. En fait, les patients qui sont d'emblée métastatiques, en fait, eux, ils peuvent avoir de la chimiothérapie seule, sans radiothérapie. Et en fait, c'est de la chimiothérapie qu'on appelle palliative, parce qu'on sait qu'on ne va pas le guérir. Après, il pourra avoir de la chimio pendant 2 ans, 3 ans, hein, mais on sait qu'on ne va pas le guérir, qu'on ne sera pas dans un processus de guérison comme pour certains patients où le cancer est localisé. Quand c'est localisé, c'est soit radiothérapie seule, soit radiochimio. Et pour les patients qui sont déjà métastatiques, donc c'est-à-dire que souvent ils ont des métastases pulmonaires, parce que souvent le cancer ORL donne plutôt des métastases pulmonaires ou une métastase hépatique, c'est des patients qui vont aller en chimiothérapie d'emblée et qu'on ne verra pas forcément en radiothérapie. En tout cas pour leur cancer ORL, parce qu'ils peuvent aussi avoir de la radiothérapie antalgique au niveau osseux. Enfin, après, il y a d'autres formes de radiothérapie, hein. Merci. J'ai encore une autre question sur le chat. Est-ce qu'on peut passer en plus que les poches de nutrition type soupe, car les patients se plaignent souvent d'odeurs désagréables et de renvoi? Peut-on- Euh, En plus des En plus, poches, ah oui, en plus des poches de nutrition, je pense, des soupes à Ah, cause des de soupes dans les sondes. ah oui, alors non. Alors, non. En fait, les patients ne peuvent passer par la gastrostomie, effectivement, que les poches ou les compléments alimentaires qu'on redilue avec de l'eau parce qu'ils sont trop épais et du coup, ça risque de boucher la sonde. Donc, en fait, les compléments alimentaires, on leur dit tout le temps de les diluer avant de les passer par la gastrostomie et on évite de passer autre chose d'alimentaire comme les soupes mixées qu'il peut manger lui-même par la bouche. Ça, non. On évite parce que ça risque de boucher de la gastrostomie pour le coup, Et du coup, il y a même des si choses c'est pour bien les odeurs mixé. désagréables? Il y a des comment? Est-ce qu'il y a, pour éviter s'ils se plaignent d'odeurs désagréables et de renvoi, est-ce qu'il y a des petites choses à- Alors, l'odeur désagréable, en fait, c'est le contenant en fait de la poche qui certains patients trouvent que ça pue parce qu'en fait, les patients quand ils ont plus de goût, en fait, l'odorat est multiplié. Donc en fait, les moindres odeurs sont multipliées pour eux. Donc une odeur que nous on sent pas, eux ils sentent. Et en fait, malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour l'odeur de la poche en fait. Et après, par contre, s'il y a des renvois ou des haut le cœur liés à l'odeur de la poche, ben après, en général, on met du primpéran, en fait. Mm. Pour au moins qu'il n'y ait pas de nausée, qu'il ne soit pas mal. Il euh, m'arrive de diminuer un petit peu le débit aussi. Ça passe un peu plus longtemps pour qu'ils aient pas l'estomac trop rempli. Trop vite Oui, on aussi, peut des diminuer le problèmes de débit, mais là, renvoi. comme la Non, question c'était par rapport à l'odeur des poches, ouais. mais Puis surtout pour les effectivement, enfants. si, Ouais. si on passe, certains patients alors passent les poches en 2 heures, d'autres les passent en 4 heures. Après, il faut adapter le débit des poches en fonction des patients parce que
c'est eux leur tolérance. Et il y a des patients, quelquefois, on passe la poche en 2 fois parce que c'est trop pour eux. Ou voilà. Donc après, c'est à réadapter en fonction des patients. Mais les débits sont pas fixes, en fait. Au départ, les ordonnances, c'est marqué, je crois, la première poche sur 4 heures, mais après, on réadapte en fonction du patient, de sa tolérance à lui. Super, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, il y a eu plusieurs commentaires très positifs. Voilà, où les personnes semblent voilà, avoir appris des choses et satisfaites de ce webinaire. Le sondage va peut-être nous livrer aussi d'autres infos. Juste pour information, pour les personnes qui désirent poursuivre un petit peu leurs connaissances et donc je vous encourage à aller sur le site de l'OncoBFC qui propose donc des formations gratuites et on a eu notamment le 24 novembre à Dole sur les, les soins de support hein, que je vous encourage vraiment à regarder le programme et à y participer. L'URPS va aussi vous envoyer un lien si vous voulez vous inscrire pour cette journée, donc le 24 novembre à Dole. Et voilà, c'est pour compléter un petit peu notre action par rapport à l'oncologie, les cancers. Donc voilà, c'est une date à retenir si vous êtes intéressé à poursuivre sur cette action-là. Je vous mets en complément le lien dans le chat si jamais vous souhaitez aussi y aller directement suite à notre rendez-vous de ce jour. Je crois qu'il y a une main levée, Madame Defrein. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste te poser encore une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que certaines localisations de cancer pouvaient être reliées au type méditerranéen. J'aurais voulu savoir pourquoi, pour quelle raison. Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que ces localisations puissent être plus particulièrement, pouvaient toucher plus particulièrement le type méditerranéen? La cuisine épicée, peut-être? Eh ben, pour le coup, on n'a pas du tout de raison. En fait, c'est beaucoup. Alors vraiment, c'est plutôt pas méditerranéen Marseille, hein, c'est plutôt méditerranéen côté Afrique. Et en fait, on ne sait pas du tout pourquoi plus ces patients-là, en fait. Les patients, du coup, plutôt Afrique méditerranéen et puis l'Asie aussi. Mais ça, il n'y a pas forcément. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. On sait juste que c'est plus ces patients-là. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres 17 participants qui ont répondu au sondage de satisfaction, qui fait quelque chose de 10% de répondants, c'est très bien. Hein. Alors, question 1, quel est le niveau de pertinence de cette présentation pour votre pratique professionnelle? On n'a que du très utile ou utile. Parmi les réponses, le niveau de satisfaction de l'horaire choisi, pareil, que du satisfait et très satisfait. Le niveau de satisfaction du temps alloué au temps d'échange, idem, satisfait, très satisfait. Le niveau global de satisfaction quant à la participation au webinaire de ce jour, eh bien pareil, satisfait, très satisfait. Et participeriez-vous à une autre visioconférence comme celle d'aujourd'hui sur d'autres thèmes? Carton plein, oui à 100%. Voilà, les prochains webinaires auront lieu en 2024, hein, maintenant, sur le cancer. Et le premier sujet de l'année, ce sera la thrombose veineuse, hein, si je ne m'abuse. C'est ce qu'on avait pensé, oui. Ben, si personne n'a d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, Madame Caderet. Au revoir. De rien. Merci, au revoir. Merci, Madame Cadoré, oui.